Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Bon, ben écoutez, il y a un dossier ce soir à l'émission JE qui est absolument troublant. C'est mon collègue Louis-Philippe Bourdeau, qui est journaliste à l'émission JE, qui nous informe d'une situation absolument dramatique qui concerne les jeunes Québécois exposés à différentes formes de drogue, des cas de surdose vraiment crève-cœur. Louis-Philippe Bourdeau est avec nous. Bonjour Louis-Philippe. Salut Sophie. Écoute, j'ai un fils qui a 16 ans et demi. J'ai deux belles-filles de 25 et 28 ans. Je prends connaissance de tes reportages et je capote ma vie. Toi, qu'est-ce qui t'a le plus ébranlé quand tu as fait ce reportage sur les drogues? Ben, tout d'abord, je pense que c'est le courage des gens, des familles qui ont accepté de nous parler parce que ça n'a pas été facile de convaincre les gens. Ils étaient réticents. C'est extrêmement personnel aussi comme histoire. Mais ces gens-là ont une sorte de mission de vie maintenant. On l'a vu avec Christian Boivin, le père de Mathis, qui désormais fait de la sensibilisation, de la prévention. Et l'une de ces personnes-là, maintenant, je pense que ça va être peut-être Camille Tremblay, qui est la mère du jeune, pas la mère, la sœur du jeune Émile Sirois. Une histoire vraiment crève-cœur qu'on vous raconte ce soir. C'est un jeune homme de 19 ans qui avait des problèmes d'impulsivité, d'anxiété, de colère, s'est tourné vers les drogues et a acheté une mauvaise pilule, une pilule contaminée sur une application Snapchat. Et il est décédé après avoir consommé pas 8 pilules, pas 2 pilules, un comprimé seulement qui était contaminé. Et ça a bouleversé la vie d'une famille entière, mais aussi d'un village entier d'amis, de familles, de sœurs, de frères, de cousins. Vraiment, lorsqu'on parle de surdose et de dépendance, c'est pas juste une personne qui est touchée, c'est tout un environnement familial. Donc, c'est un peu tout ça, là, vraiment, qui m'a bouleversé beaucoup. Et la facilité, surtout aussi, d'avoir accès à ces drogues-là. Alors, la facilité, c'est sûr qu'on va y revenir, Louis-Philippe, mais puisque tu viens d'évoquer ce cas vraiment troublant, on va écouter justement le témoignage de la sœur. Donc, un drame familial absolument épouvantable que tu nous racontes ce soir à JA. On écoute ça. Mais le soir du 4 décembre 2022, Émile avale un comprimé avant de se coucher. Il croyait consommer du Percocet, un médicament pour soulager la douleur. Le lendemain matin, il est découvert inconscient dans son lit. Quand on est arrivé à l'hôpital, ils m'ont mis dans la salle des familles où ma mère était. Puis dans le fond, ils m'attendaient pour me dire le pire, parce qu'il était déjà décédé. La thèse de la surdose a été confirmée par le coroner. Celle du suicide, elle, sera écartée. Les policiers ont fouillé la chambre d'Émile, mais c'est sa sœur qui a finalement... Écoute, c'est vraiment, on voit évidemment que sa sœur est ébranlée. Donc ça, c'est un des témoignages qu'il y a dans ton reportage. Mais ce dont on se rend compte aussi, c'est que tu as parlé avec des médecins, avec des spécialistes. Tu nous parlais tout à l'heure de la facilité avec laquelle les jeunes se procurent ces produits-là. Comment ça se fait que c'est si facile que ça? Ben, il y a plusieurs pistes de réponse, mais celle qui est la plus peut-être évidente, c'est les réseaux sociaux. Je veux dire, on en aborde deux dans le reportage. Snapchat, qui est une des applications les plus populaires sur les réseaux sociaux. C'est là-dessus qu'Émile s'est approvisionné. Et sa sœur a eu accès au compte de son frère. Et ce qu'elle a trouvé sur le compte Snapchat de son frère, c'était, là je reprends ces mots, absolument épouvantable. C'est des gens qui offraient même des bonus, des rabais quand on faisait des références de drogue. On assurait... Oui, et même dans les semaines qui ont suivi le décès d'Émile, il y a un vendeur de la Rive-Nord qui connaissait Émile, qui a fait une sorte de campagne pour assurer sa clientèle que sa marchandise, elle, était sécuritaire. Et sa sœur a même appris que certains utilisaient le nom de son frère pour obtenir des rabais. Ça va très loin. Il y a un sentiment d'impunité en ligne, vraiment, des trafiquants de drogue. Ça se passe sur Snapchat, mais ça se passe aussi sur l'application Telegram, messagerie cryptée, 900 millions d'utilisateurs. Et je ne sais pas si tu connais l'application, mais disons, la politique, c'est le fait qu'il n'y a pas vraiment de politique de modération, de censure ou de coopération avec c'est le Far West. C'est le Far West, c'est le marché à ciel ouvert pour les drogues. Et c'est là-dessus que Mathis Boivin s'est approvisionné. Et nous, on a fait le test. Ça m'a pris 30 minutes à Montréal, entrer en contact avec un vendeur. Il m'a envoyé des photos, m'a dit la façon de payer, m'a dit qu'il pouvait faire la livraison à domicile. Évidemment, on n'a pas acheté la drogue, mais ça démontre à quel point c'est facile et qu'il y a un sentiment que ces gens-là n'ont pas de crainte de se faire attraper par les policiers. C'est peut-être ça aussi qui m'a surpris dans ce reportage.
Voilà, parce que manifestement, les policiers sont pas présents suffisamment peut-être sur les médias sociaux parce que ces gens-là sont des criminels. Ils ont la mort de plein de gens sur la conscience et pourtant la police devrait leur mettre la main au collet et ça ne se fait pas. Dans ton reportage, et t'as signé 2 textes dans le Journal de Montréal, Journal de Québec aujourd'hui, il y en aura d'autres qui suivront au cours de la fin de semaine, mais dans un de tes textes, tu parles à un médecin qui dit qu'il a maintenant une clientèle d'enfants de 11 à 12 ans avec des enjeux de substances. Des jeunes accros de 11 et 12 ans, ça fait capoter. Oui, et je pense que si tu l'avais eu devant toi, le médecin, tu aurais posé la même question que je lui ai posée, mais comment c'est possible? Il me dit, ça peut être, par exemple, tout simplement dans la pharmacie des parents ou encore des mauvaises fréquentations dès l'âge de 11 ou 12 ans. Et ce qu'il nous dit, par contre, c'est qu'il n'y a pas nécessairement plus d'ados qui consomment des drogues, mais qu'ils ont un accès plus grand à des substances qui, elles, sont beaucoup plus dangereuses. Un marché noir qui n'a jamais été aussi dangereux, surtout depuis la pandémie, et l'utilisation d'un seul comprimé, parfois, peut créer une dépendance, peut créer une surdose, une intoxication. Donc, il y a vraiment une inquiétude à avoir par rapport à ça. Et il y a quand même 1 à 2 jeunes par semaine au Québec qui retrouvent aux urgences en raison d'une intoxication aux opioïdes. Et ça serait la pointe de l'iceberg parce que ça comprend pas les intoxications aux benzodiazépines, aux stimulants. Donc, on sous-estimerait, du moins les chiffres de la santé publique sous-estimeraient l'ampleur du problème de dépendance chez les jeunes Québécois. En espérant, évidemment, que ton reportage percutant qui est diffusé ce soir à JE à 20h à TVA va éveiller les consciences. Et quand je dis éveiller les consciences, ça inclut tous les acteurs de la société, c'est-à-dire bien sûr les policiers, le système médical, le système juridique, mais avant tout, les parents, parce que tu viens de dire quelque chose, c'est que si un jeune se procure ces médicaments-là, qu'il a simplement à ouvrir la pharmacie de papa-maman, on a, nous, une responsabilité, donc de faire attention, de ne jamais laisser des médicaments, des opioïdes ou autres à disponibilité pour les jeunes, non? Exactement. Et ça a été nommé par au moins 2 parents, Christian Boivin, mais aussi Dominique Allard, qui est la mère d'un jeune qui s'appelle Zachary Bonneau, qui est décédé à l'âge de 19 ans d'une surdose. Elle dit, moi aussi, le premier de classe. Le premier de classe, oui, c'est ça. Il avait des bonnes notes toute sa vie. À 15 ans, il était au PEI. Donc, tous les parents aussi auraient besoin de davantage de soutien. Elle a tenté d'aller en chercher, a contacté le CLSC, a elle-même contacté la DPJ. Et à aucun moment, on ne les a référés vers un service en dépendance ou en toxicomanie. Et quelques années plus tard, quelques années plus tard, il est décédé d'une surdose. Donc, il y a un enjeu, il y a des services de première ligne et il y a une mauvaise communication à la fin et les jeunes ne se rendent soit pas au bon service ou non, tout simplement pas de service. Et ça, je l'ai entendu de médecins, je l'ai entendu de parents et je l'ai entendu d'experts en dépendance. Il y a une sorte de séparation entre les besoins des jeunes et les services qui sont réellement offerts. Et ça, d'ailleurs, ce sera un article la semaine prochaine aussi dans la suite de ce dossier-là. Je suis curieuse, qu'est-ce qui t'a donné envie? Parce que, bon, à JE, vous couvrez toutes sortes de choses cachées, hein? C'est vraiment ça votre rôle et votre raison d'être. Mais j'imagine que quand on se lève le matin puis qu'on est journaliste à JE, il y a des sujets qui nous allument plus que d'autres. Toi, qu'est-ce qui a été l'étincelle qui a fait que tu as voulu travailler sur ce dossier-là? 2 choses. D'abord, c'est moi qui avais couvert pour un autre média, d'ailleurs, le cas de Mathis Boivin, entre autres, mais aussi j'ai été un peu choqué quand j'ai lu une statistique en provenance de la Colombie-Britannique. Là-bas, en 2019, les surdoses, c'était la 4e cause de décès chez les adolescents. En 2023, c'était devenu la première cause. Donc, en 4 ans, le visage des surdoses a pris une tangente extrêmement dramatique là-bas et je me suis posé la question, et c'était le point de départ de notre réflexion à JE, est-ce que le Québec est à l'abri de tout ça? Et c'est en parlant avec des experts, avec des familles qu'on arrive à, tirer un portrait pas nécessairement ultra négatif, mais assurément qu'il y a des améliorations à apporter pour éviter une catastrophe comme ce qui se passe dans l'Ouest canadien, là.
parce qu'on sait, la crise des opioïdes, évidemment, frappe très fort à Vancouver. Il y a eu un reportage à un moment donné du New York Times où il y avait des photos des rues de Vancouver. On a l'impression que c'était des zombies. Je veux dire, c'est extrêmement inquiétant. Donc, quand tu nous dis, en effet, qu'on est passé de la 4e source de mortalité, cause de mortalité à la première, ben, on veut pas en arriver là, évidemment, au Québec. Est-ce que tu penses que des gens comme le ministre de la Santé, Christian Dubé, ministre de la Justice, que ces gens-là vont réagir fortement à ton reportage ce soir? Ben, il y en a plusieurs qui l'espèrent, parce que quand je suis allé dans des écoles secondaires, on a suivi des organismes qui font de la prévention. Ils nous ont dit, oui, il y a eu de l'argent débloqué, mais l'argent qui est débloqué suffit à peine à couvrir l'entièreté du territoire de Montréal. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut aller là où les jeunes sont. Ça, c'est la leçon numéro 1. Et on n'a peut-être pas l'argent nécessaire. Les intervenants me disaient, j'ai encore une liste de références, j'aimerais bien passer à travers ma liste, mais je ne suis pas capable. Donc, on espère que le gouvernement, en fait, les intervenants, les médecins espèrent que le gouvernement entendra ça, parce qu'ils disent, il ne faut pas arrêter d'enlever la pression sur les trafiquants et aussi sur la sensibilisation. On m'a donné comme exemple, et je le trouvais bon cet exemple-là, sur les maladies sexuelles dans les écoles. On en a fait beaucoup. Ma génération, il y en avait beaucoup. On l'a retiré les cours d'éducation sexuelle et on a vu une augmentation. Et là, on se dit, il ne faut pas refaire la même erreur avec les sensibilisations, la prévention des drogues. Il ne faut pas enlever la pression. Et ça, c'est la crainte des experts en ce moment. Donc, et c'est ce message qu'ils envoient, entre autres, au ministre Carman, qui est responsable de ce dossier jeunesse et de dépendance. Oui, ben ça, je parlais du ministre Dubé, mais tu as raison, c'est dans la cour de M. Carman. Donc, on l'invite, évidemment, à écouter le reportage. Je suis pas mal sûr ils pourraient se parler entre eux pour trouver des solutions. Oui, en effet, tout à fait. Les deux sont interpellés. En tout cas, moi, comme maman, mais même simplement comme citoyenne, ça m'interpelle énormément. Et le parallèle que tu faisais avec les ITS et l'éducation sexuelle, c'est un excellent parallèle. Louis-Philippe Bourdeau, journaliste à l'émission JA. Donc, on écoute ça ce soir à 20h sur les ondes de TVA. Je pense que ça concerne tout le monde, qu'on soit parent ou pas, parce qu'il va y avoir des impacts complets sur la société. Félicitations, c'est vraiment un dossier solide, un dossier choc. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Merci de l'invitation, Sophie.